Bonjour, je suis Jacques Bouchard. Dans le cadre de la Semaine des anciens combattants, on a le plaisir et le privilège de recevoir 3 anciens combattants. Premièrement, M. Marc Bernatchez, qui a fait au moins 2 missions de l'ONU. Et on a aussi M. Frank Leblanc, qui a participé, lui, à titre d'aviateur au sein de l'aviation royale du Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on a aussi M. Jean-Claude, marin dans la marine marchande. M. Charles Bouchard, qui, lui, à titre de soldat de l'armée de terre, a participé à la campagne d'Italie au cours de l'année 1943 et un petit peu plus tard, la campagne du nord-ouest de l'Europe en 1944 jusqu'en 1945. Alors, on va pouvoir les interroger, ou plutôt leur poser des questions au sujet d'une partie de leur vie et de leur expérience qu'ils ont vécue pendant leur année de service au sein des Forces armées canadiennes. À bientôt. Bonjour. Chacun sait que le Canada s'est impliqué activement dans plusieurs conflits, que ce soit la guerre des Boers à la fin du 19e siècle en Afrique du Sud, la Première Guerre mondiale en 14-18, la guerre 39-45, le conflit de la guerre de Corée dans les années 50, après ça, de nombreuses missions de la paix, du maintien de la paix avec l'ONU, et bien sûr, on pense actuellement à l'Afghanistan où nos Canadiens sont activement impliqués. Donc, tout ça a fait en sorte que notre pays s'est acquis une réputation fort enviable sur la scène mondiale. Cependant, ces succès sont redevables à des femmes et des hommes ordinaires, qui sont vos parents, vos voisins, vos amis ou des connaissances qui ont accompli leur devoir de manière extraordinaire dans des conditions souvent difficiles, parfois même fort périlleuses. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir 3 valeureux Canadiens, des anciens combattants, qui partageront avec nous une partie de leur expérience au service de leurs concitoyens. Tout d'abord, je me permets de commencer avec M. Marc Bernatchez. Bonjour, M. Bernatchez. Bonjour, M. Bouchard. Alors, M. Bernatchez est natif de Rivière-au-Nord à Gaspé. Il est actuellement le président de la Légion royale canadienne à Gaspé. Il a été militaire au sein de la force régulière de 1973 à 1998
Il s'est alors enrôlé à titre de simple soldat et a gravi tous les échelons, un par un, jusqu'à atteindre le prestigieux grade d'adjudant-chef, c'est-à-dire le plus haut grade du personnel non officier. M. Bernatchez s'est mérité au cours de sa glorieuse carrière de nombreuses distinctions et a eu l'opportunité de participer, comme je le disais il y a quelques minutes, à des missions de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU, un peu partout à travers le monde, mais plus particulièrement au Moyen-Orient. C'est donc avec plaisir que nous pourrons en apprendre un petit peu plus en cette journée du souvenir. M. Bernatchez, avant de commencer, comme je disais, vous êtes président de la Légion à Gaspé. Est-ce que c'est possible de nous expliquer dans vos propres mots ce que c'est que la Semaine des anciens combattants? La Semaine des anciens combattants se veut une semaine où on organise des activités partout dans notre communauté afin de nous souvenir et de rendre hommage à nos anciens combattants, nos valeureux du Grand Gaspé au complet. OK. Puis ça, j'imagine que c'est pan-canadien et c'est pas seulement pour la région de Gaspé. Non, non, c'est partout à travers le Canada. Puis elle a lieu d'une période déterminée qui est du 5 au 11 de novembre. Puis les activités qui se pratiquent durant cette semaine sont sûrement à tous les ans la campagne du Coquelicot, qui est du 30 octobre au 11 de novembre, ainsi qu'une rencontre avec les étudiants dans différents endroits, différentes écoles. Il y a les étudiants qui se rendent à la Légion royale canadienne visiter un musée qui a été restauré pour nos familles militaires, ainsi que nous rencontrons, comme nous faisons ici aujourd'hui, des médias pour parler de nos anciens combattants et de se souvenir. Donc, ça demande une bonne planification, si je comprends bien. C'est beaucoup de planification, mais beaucoup de bénévoles qui nous aident et les anciens combattants sont très heureux de pouvoir y participer également. Tant mieux. On sait que l'emblème du Jour du souvenir au Canada, puis un petit peu ailleurs aussi dans le monde, là, c'est le coquelicot. Oui, la fleur de coquelicot. Pourquoi le coquelicot? D'où ça vient, ça? Le coquelicot, c'est une fleur qui... il y a un poème qui a été fait au champ d'honneur par un des médecins militaires, John McCrae, son nom, un médecin militaire durant la guerre de 14-18. Cette personne est décédée alors qu'il pratiquait sa médecine sur les champs d'honneur et il s'est aperçu qu'il y avait une fleur qui poussait là où les soldats étaient enterrés et c'était le coquelicot. Et on a déterminé, les anciens combattants, ici, depuis les dernières guerres, ont déterminé que ce sera la fleur du souvenir. Donc, c'est très pertinent. C'est très pertinent. Là. Je remarque, là, depuis tantôt que je regarde là, les nombreuses médailles que vous avez, puis je regardais tout à l'heure nos deux anciens combattants, ce n'étaient pas toujours les mêmes médailles. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que les médailles qui ornent votre poitrine? Oui. Nous, les médailles, il y a différents types de médailles. Peu importe les médailles, il faut se dire que les médailles ont une raison particulière. C'est de rendre hommage et aussi de remercier les militaires pour le service, le service ainsi que l'implication dans la communauté. Nous, ici, en tant que, vous voyez, sur le côté gauche, ce sont toujours les médailles qui ont été décernées durant les services militaires, durant la carrière militaire. Du côté droit, c'est les médailles que moi je porte, qui est côté Légion, mon implication dans la Légion depuis que je suis membre de la Légion royale canadienne. Les médailles ont un ordre qui va de droite à gauche, de l'importance, qui est comme la mienne ici, c'est la médaille mérite militaire. Ainsi de suite, j'ai des services spéciaux parce que j'ai été stationné 5 ans en Europe, à Lahr, en Allemagne. Ensuite, j'ai la médaille de SHIP, Égypte, puis la médaille de décoration des Forces armées canadiennes, qui est celle-là qui est ici à gauche complètement. Puis je regardais, là, vous avez 2 missions de l'ONU, les deux avec, je vais me permettre d'y toucher un petit brin, là, parce qu'on voit le bleu pâle, là. Oui, oui, oui. Et puis si je ne me trompe pas, en 1988, le prix Nobel de la paix avait été décerné au casque bleu. Au casque bleu, oui. Donc, casque bleu, oui. Non seulement vous êtes un ancien soldat, mais vous détenez une portion, une infime portion, là, mais du prix Nobel de la paix. Oui, en 1981, j'ai servi à Chypre, en 1981, ainsi qu'en 1975, lorsque j'ai servi en Égypte. Donc, vous êtes en partie là, un récipiendaire du prix Nobel. C'est tout un honneur. C'est tout un honneur, j'en suis fier. Avec raison aussi. Oui, hein? Oui. Hein? Quand vous avez joint en 1973 les Forces armées canadiennes, pouvez-vous nous expliquer le cheminement de votre carrière? C'est-à-dire, comment ça commence? Quel cours vous avez? La formation que vous suivez? Moi, j'ai joint en 1973, mais pour les plus jeunes qui font partie aujourd'hui des cadets,
J'avais commencé, moi, je dis que j'ai commencé ma carrière militaire en 1972 comme le simple cadet. Ensuite, j'ai fait mes 5 ans de cadet. Ensuite, j'ai participé à plusieurs camps, Valcartier, ainsi de suite. Et en 1973, j'ai décidé de rejoindre les Forces armées canadiennes dans un métier qui était technicien de charpente. Tous nos cours de formation se donnaient. J'ai eu mes cours de formation de base, qui était d'abord 11 semaines, qui était à Saint-Jean-d'Iberville. Ensuite, j'ai dû prendre un cours d'anglais. Étant de Gaspé, je ne parlais pas anglais. Oui, mais Bernatchez. Bernatchez est plutôt basque, et non anglais. Mais j'ai dû quand même, pour être accepté à l'école d'ingénieur à Chilliwack, Colombie-Britannique, j'ai dû prendre des cours d'anglais. Ensuite, j'ai eu différents cours d'anglais qui m'ont amené du grade de soldat au grade d'adjudant-maître, qui était relié directement à mon métier même, qui était de simple soldat, simple technicien de charpente, officier de projet, dépendant de différents grades que j'ai eus. Ensuite, j'ai eu l'honneur d'être promu comme adjudant-chef. C'est pas rien, hein? C'est un peu l'équivalent d'un général, si on compare avec les officiers. Il n'y a pas plus haut que ça. Non, c'est un très beau grade à ce qu'on appelait des RSM. Hein? Quand on voyait ça, on se mettait au garde-à-vous. Des bons RSM. Vous aviez donc un métier, technicien de charpente. Est-ce que tous les militaires ont un métier, en plus d'être soldat, ou une qualification aussi? Oui, on a tous chacun une spécialité. Moi, dans mon métier de corps d'ingénieur, il y avait le métier de technicien charpente, on avait électricien, on avait plombier. C'est tous des métiers qui peuvent se relier directement pour des raisons spéciaux à des opérations militaires. Si on prend un menuisier, lorsqu'on va en mission, que ce soit en mission de paix ou en temps de guerre, tous ont besoin des abris. Alors, le métier de technicien de charpente était un de ces métiers qui était essentiel. Il existe encore aujourd'hui dans les Forces armées canadiennes. J'ai été attaché à des unités de combat avec le 5e régiment de unités de combat à Valcartier pendant 2 ans, d'où cette unité est présentement en Afghanistan. Ah oui? Encore là, on avait des exercices et lorsque la compagnie de combat se déployait, on se déployait avec eux également. On pense toujours au fantassin, là, le soldat avec la carabine qui court devant l'ennemi ou qui est en patrouille, mais il n'y a pas juste ça dans l'armée. Non. Hein? Il y a plusieurs métiers, mais je dirais que tous les métiers peuvent être appelés un jour à servir dans un corps opérationnel. Ah, sûrement. Oui. Vous avez mentionné qu'en 1975, vous avez été en Égypte pour la première mission, votre première mission maintien de la paix. Oui. En Égypte, quand vous étiez là, ça a duré combien de temps? Les tâches que vous faisiez, c'était quoi? Pouvez-vous nous décrire une journée? J'ai un paquet de questions, là. C'est bien étonnant, là. Puis vous retournez loin en arrière aussi, là. J'étais âgé de très jeune à ce moment-là. Je débutais ma carrière. Ça faisait seulement 2 ans que j'étais dans les Forces armées canadiennes. Mais c'était, nous, une mission spéciale. On devait aller pour construire une cuisine et un abri. À ce moment-là, on avait été déployé un groupe de 30 ingénieurs, menuisiers, techniciens de charpente, plombiers et électriciens. On avait une mission spéciale. On était consacrés pour cette mission que bâtir un abri ainsi qu'une cuisine pour les soldats de l'ONU qui étaient là-bas. C'est que c'était vraiment un gars de la construction en uniforme. C'est bien ça, construction en uniforme, oui. C'est que vos journées devaient être longues, ils devaient commencer de bonne heure. Puis... Commencer de bonne heure, construire en uniforme, mais on devait quand même se garder toujours prêt à intervenir avec les unités de combat qui étaient sur place au besoin. On suivait le même entraînement quand même, on devait être prêt à lui porter support au besoin. C'est une équipe complète, hein? C'est une équipe complète. Comme eux, vous devez vous protéger, on se garde le dos au mur tout le temps. C'est bien ça, oui. Ensuite, en 1981, vous êtes allé à Chypre. Encore dans le cadre de l'ONU, une autre mission de la paix. Oui. Chypre, c'est où, ça? Chypre, près de la Grèce, au sud de la Turquie, près de la Grèce, au milieu de la Méditerranée. C'est une île qui est divisée en 2. Il y avait les Grecs et les Turcs. On ne veut pas parler politique trop, mais c'est le maintien de la paix. Il devait y avoir des patrouilles d'exécutés par des hommes de combat qui étaient là. Nous, on se promenait pour s'assurer que les points d'observation étaient en bon état, parce qu'il y avait des tours, des points d'observation, ainsi que toutes les facilités qui étaient sur la base pour les soldats de l'ONU qu'on entretenait, faisaient la maintenance.
également sur ces bâtiments-là. Donc, quand vous êtes arrivé là, c'était pas la construction, c'était déjà construit, mais il fallait maintenir. C'était déjà construit, il fallait maintenir, puis s'assurer que toutes les facilités étaient de façon sécuritaire, hein, autant les points d'observation sur les lignes, ainsi que les abris et les facilités sur la base. OK. Puis ça, à Chypre, ça a duré combien de temps, ça? Moi, ça a été un tour de 6 mois à Chypre. Ces 6 mois, là, vous arrivez là, vous savez que vous arrivez à une date X. Une date X, on part une date X, oui. C'est tout prévu d'avance. C'est 6 mois, oui, un tour de 6 mois. Avez-vous aimé ça, là-bas? Oui, très belle expérience. Tout est relatif, là. Non, c'était une très belle expérience. De très belle expérience parce qu'on voit beaucoup de choses. On voit qu'est-ce que c'est que la vie peut être en dehors du Canada. Qu'est-ce que c'est que nous, on a la chance de vivre et ce que c'est que les problèmes que les gens en dehors du Canada peuvent avoir dans d'autres pays. On se rend compte qu'on est privilégié, finalement. Hein? Très privilégié. Si je vous demandais ce que vous retenez le plus de vos 2 missions, ce qui vous a marqué le plus, comme là, vous venez d'ouvrir la porte un petit brin là, pour la comparaison entre le confort qu'on possède par rapport aux peu de choses que ces gens-là, peu de choses matérielles qu'ils peuvent posséder. Là. Mais qu'est-ce que vous retenez le plus de vos implications au sein des missions de l'ONU? Que ce serait d'Égypte ou Chypre, en tant que soldat, moi, c'est la pauvreté des fois et la facilité que les gens peuvent vivre là-bas et s'en sortir avec peu. Du monde débrouillard. Très débrouillard. Comme nos parents et nos grands-parents l'ont été. Oui, certainement. Ouais. En 25 ans de carrière, il y a certainement un moment qui vous est le plus mémorable, celui-là qui vous apporte le plus de satisfaction. En tant que militaire? Oui, oui, c'est ça. Oh, ça a été certainement en 1996, lorsque j'ai eu la présentation de la médaille mérite militaire. Parce que ça, c'est tout un honneur d'être reconnu par ses pairs, hein, j'imagine. Là, oui, c'est tout un honneur. On a été reçus à Ottawa avec la famille, au complet. Ah, je vois qu'il y a un petit peu d'émotion, là. Beaucoup d'émotion. Ouais, surtout, comme je disais, le fait d'être reconnu par des militaires. Un militaire reconnu par d'autres militaires, là, c'est sûr que c'est quelque chose. Hein. Est-ce que vous conservez encore des contacts avec les gens de la régulière? Oui, j'ai beaucoup de contacts. J'ai des gens qui sont retirés, qui sont près des bases militaires. J'ai aussi beaucoup d'ingénieurs qui sont à Valcartier, puis Tawawa, ici qu'Ottawa, que nous contactons régulièrement. Puis c'est des bons souvenirs à revivre, parce que les Forces armées canadiennes, c'est une grande famille. Les frères d'armes, hein? Frères d'armes. Je sais que récemment aussi, l'été passé ou l'automne passé, les Snowbirds sont venus, et puis vous étiez le responsable pour les recevoir. Oui, oui. C'est un contact supplémentaire que vous avez eu à ce moment-là, je Oui, ça a été dans le cadre du comité du 475e anniversaire de Gaspé. Nous avons reçu à la Légion pour un cocktail, une rencontre avec les vétérans. Puis il y a eu de très bonnes conversations. Ça a été très plaisant. Puis de voir aussi les changements. On peut nous dire un peu les changements qui se passent dans les Forces armées canadiennes. Mais ça a été de voir aussi leur simplicité et de la façon dont les gens sont portés envers nos vétérans pour rendre hommage et rencontrer nos vétérans à la Légion. Ouais. Ça a été très bien apprécié, oui. Monsieur Bernatchez, ça a été un plaisir de discuter avec vous pour que vous puissiez informer un petit peu plus le public du secteur de l'Estran, de votre carrière militaire, puis aussi de la Semaine des anciens combattants. Au nom de tous ceux et celles qui pourront voir l'émission, au nom de ceux à qui vous avez rendu service tout au long de votre carrière, je vous remercie infiniment, M. Bernatchez. Merci beaucoup. Notre second invité est M. Frank Leblanc. M. Leblanc a été membre de l'aviation royale canadienne durant la guerre 39-45. Tout de suite nous vient à l'idée un pilote aguerri aux différentes prouesses acrobatiques aériennes. Cependant, il n'en est rien. Un avion sans pilote, c'est possible. On a juste à penser aux missiles et aux drones. Toutefois, un avion sans mécanicien, c'est tout simplement impossible. M. Leblanc était l'un de ces techniciens compétents qui a permis aux Alliés de s'emparer de la maîtrise du ciel européen à l'époque de la guerre 39-45. Cela a permis d'ouvrir la voie aux troupes terrestres, de connaître les déplacements de l'ennemi, de supporter les attaques amphibies comme celle du 6 juin 1944 en Normandie, de détruire des dépôts de munitions allemands
et bien d'autres missions essentielles menant à la victoire les Alliés. Voyons ensemble que la vie comme mécanicien d'avion n'a vraiment rien de banal, surtout à cette époque. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer, M. Leblanc. Alors, M. Leblanc, pendant qu'on jasait un petit peu avant de rencontrer la caméra, et puis je comparais vos médailles avec celles de M. Bernatchez. Ah. Les vôtres ne sont pas tout à fait pareilles. Ce serait-il possible de m'expliquer les 5 médailles que vous avez, pourquoi est-ce qu'ils ont été décernés? Ça, c'est bien simple. Celle-là, c'est pour avoir été gentil avec les blondes. Bon. Celle-là, c'est avec les brunettes. Celle-là, c'est tête rouge. Celle-là, c'est avec les veufs. Le dernier, c'est moi, à cause je me suis revenu avec ma virginité. C'est original comme réponse. mais je présume que vous êtes un monsieur qui a le sens de l'humour pour nous répondre comme ça, là. Mais c'est des médailles que vous avez méritées, évidemment, au cours de la guerre. C'est des théâtres de guerre qu'on a enrôlés en 40. Puis j'ai fait 3 ans et demi de l'autre bord. Puis j'ai fait la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Normandie, l'Écosse, l'Angleterre, les Wales. C'est à peu près les places que vous avez vues, là. L'autre mer, oui. Okay. Mais quand vous avez joint l'aviation en 1940, vous aviez 18 ans, à moins que je fasse erreur, là. Vous aviez 18 ans à l'époque. Ouais. Pourquoi vous avez choisi l'aviation plutôt que la marine ou l'armée de terre? Bien, j'ai fait mes études, j'ai fait graduate, puis 3 ans d'un cours industriel, travailler le bois, métal, puis faire des plans. Puis je ne voyais pas ce que je serais utile dans l'armée ou dans la marine. Puis j'étais un peu, je sais pas, voltigeux. Ça fait que j'ai pensé, quand je vais embarquer là-dedans. Ça fait que j'ai fait mon application au mois de mai. L'école a fini au mois de juin. Puis au mois de septembre, on m'a appelé. Puis là, quand ils vous ont appelé, vous avez dû avoir un entraînement de base, j'imagine. On a fait notre base d'entraînement de base à Québec. Après ça, on a été à Saint-Thomas, en Ontario, pour un cours technique. Après ça, on a été transféré à Dauphin, Manitoba. C'était une piste où ils enseignaient les pilotes à voler. On était sur des Harvard puis des Cessna. Puis de là, j'ai traversé l'autre côté des mers. Drôle d'annonce, j'ai envoyé un message à mon frère. Ça avait enrôlé quasiment maintenant de l'aviation. Vous étiez tous les deux frères dans l'aviation? Il était à Moncton, moi j'étais à Dauphin. J'ai envoyé un télégramme, il dit « chez nous pour Noël. C'est mon congé d'embarcation, il dit « là pour parents. » Jour après, j'ai un message de lui. « On va être chez nous pour Noël, c'est mon congé d'embarcation. » On a traversé sur le même bateau, on était sur le même escadrille, puis on était ensemble jusqu'à temps que quand il a formé Tactical Air Force là, pour l'invasion. Mais on avait toujours gardé le contact, là, ça fait 6 ans qu'il est décédé. Moi, j'étais airframe, puis lui était air engine. Puis là, c'était qui était plus important. Un moteur sans carrosserie, c'est pas bon. Mais l'un complétait l'autre, finalement. Et puis carrosserie sans moteur. Ouais. Mais sur votre entraînement de base, c'est-tu possible de nous raconter ce que vous faisiez pour être formé comme aviateur? Bien, comme on dit, c'est pas... En cas de nécessité, réparer un avion, le temps qu'il arrive, puis il y a un trou dans le fuselage, puis on réparer ça pour que ça soit correct. On a une idée à peu près du mécanique, ben, pas tellement, parce que ce temps-là, les avions n'étaient pas aussi compliqués comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'électronique. Hein? Oui. C'était comme un Ford 52, une paire de pinces, puis un tournevis, puis un bunker range, tu changeais le moteur. Tu peux pas ça à cette heure. Ça fait que ça a été un bon entraînement. Puis ça m'a servi durant le service. Mais à part les entraînements spécifiques à votre métier ou qualification, aviez-vous des cours de drill, de maniement d'armes à feu? Bien, ça, on avait ça au début. Ah, OK. Moi, j'ai jamais été un gars aux parades, là. C'était pas mon fort, ça. C'est pour ça que vous avez été promu vite. J'avais eu l'occasion de lire dans les différents documents que vous m'aviez fait parvenir, là, et puis vous m'avez expliqué que les pistes d'atterrissage, ben de décollage aussi, c'est les mêmes, là, étaient camouflées pendant la guerre.
Ils camouflaient ça comment? Ben, le monde, là, il prenait comme soit un clos, puis il prenait une piste, là, puis il avait couvert ça de papier de coltard ou quelque chose, puis il mettait comme une mèche. Un grillage. Un grillage, comme tu mets dans le ciment. Puis là, ben, il y avait des imitations de vaches. C'était comme une brouette. C'était une vraie forme de vache, noir et blanc. Puis là, ils mettaient ça à différentes places. Ils déplaçaient des vaches en plastique. C'est ça. Ça fait que si les Allemands passaient, ben, ils voyaient ça, puis ils comparaient là, ben, les vaches, c'est pas à la même place. Ça, c'était juste encore qu'un pilote ait une urgence, hein? Parce qu'il n'y avait pas de champ d'aviation à ce temps-là. Fait que nous autres, on a été envoyés, pour un advance party. On était là 2-3 jours, on avait fait les durs, mais ça fait que j'ai envoyé le gars de transport ouvert, puis quand notre escadrille était rentrée, il était à Bayeux. Bayeux, ça, c'était en Normandie. Normandie, oui. Ça fait que là, ben, on a transféré là. Fait que ça a été mon entrée en Normandie. À Bayeux même. À Bayeux même. Mais ça devait être, j'imagine, dans les années 43, quoi? Oui. Ben c'est Après le débarquement. Ben, le débarquement, moi, j'étais resté 3 ou 4 jours après le débarquement. OK. C'était comme un advance party, on croit qu'un avion a besoin d'urgence. Vous parliez de votre escadrille. Une escadrille, pour l'aviation, c'est similaire à un régiment pour l'armée de terre. Vous faisiez partie de quelle escadrille? Ben, moi, j'étais passé, j'ai rentré de 410. Le 410e escadrille. Oui. Et puis j'étais avec eux autres jusqu'à temps qu'ils aient décidé de former un Tactical Air Force, qui appelle en anglais, la préparation pour l'invasion de Normandie. Là, j'ai été transféré au 421. Ça, c'était à moitié anglais puis à moitié canadien. Ça, c'était pas le fun. Mais avec le 410, là, M. Leblanc, quand vous étiez avec l'escadrille du 410, c'était quoi la mission de cette escadrille-là, le rôle? C'était la défense du Schneider. La Manche. Oui, la nuit. C'était des night fighters. OK. On avait commencé avec des ball defense. C'était un petit avion, mais il y avait une nacelle en arrière. Avec une tourelle puis un gunner, là, un mitrailleur. Puis de là, on a tombé dans des beaux fighters. Ça, c'est un bimoteur en métal, un gros avion. Mais c'était plutôt lourd. Puis là, on a transféré à des Mosquito. Mosquito, c'est-tu possible que c'était un avion qui était fabriqué en bois? Oui, c'était fabriqué à Hatfield, juste au nord de l'Angleterre. J'ai passé 2 semaines là, quand on a transféré. C'est comme une coquille en plywood, là. Puis après ça, il y a un pouce de balsa wood. C'est comme quasiment comme un liège. Un bois léger, hein? Puis après ça, il y a une autre coquille par-dessus. Puis à moitié chemin, bien, ils mettent le bois sur on appelle ça en anglais du bias pour renforcer. Parce que vous, avec le métier que vous aviez, la carlingue de l'avion, c'était votre responsabilité. C'est ça. Ça, puis le système hydraulique, puis tout ce qui concerne la carrosserie. Puis vous étiez en charge d'une équipe là-bas? Vous étiez responsable? Quand j'étais à 421, il y avait l'escadrille se formait, il y avait une partie qui était en RAF, puis l'autre RCF. Il y avait 2 sergents, puis ils voulaient avoir la couronne, tous les 2. La couronne, c'est-à-dire une promotion? Oh, ben oui, Flight Sergeant. Ça fait que ça a aidé à la première journée. J'étais transféré là juste avant le jour de l'an. J'ai rencontré le sergent, le Flight Sergeant de l'autre. C'était un jeune. Puis on avait passé les soirées à jaser, puis il dit ça, il dit, il m'a donné quelque chose. Là, il dit, les 2, là, ils cherchent pour avoir la couronne, puis ils se coupent la gorge à l'autre. Ça fait qu'il dit, fais attention à toi. Apparemment, il y avait eu une couple d'enseignants avant moi. Ça fait que j'ai parti comme ça, puis j'étais pas mal audacieux ce temps-là. Ça fait que j'ai appelé, puis j'ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas demandé pour venir ici, mais apparemment, il y en a qui ont venu avant moi. Mais une chose, si quelqu'un part, ça ne va pas être moi. Puis j'ai pas eu de problème. Ça avait bien été. Ça a bien été. Ben, j'ai pas été un gars super, j'ai jamais mis une personne en charge, ni rien. Au lieu de commander une personne, tu demandais... Poliment, mais fermement. C'est ça. Ce qu'il ne faisait pas, mais là, le temps montait. Oui, puis là, on vit avec les conséquences de nos décisions. Hein? Mais là, c'était la préparation
dans 24 heures, il fallait être capable de sortir nos avions, notre équipement, notre personnel, puis être sur la route. C'était ça le but de Tactical Air Force. Hein. De se déplacer rapidement et efficacement. Oui, ça fait que... Et avec eux autres, jusqu'à l'invasion. L'invasion, on a suivi la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne. On a passé un hiver à Eindhoven, en Hollande. Une bonne expérience, là, le 1er de janvier. À 9 h le matin, c'était un aéroport civil. Il y avait un canal, puis à tous les matins, il y avait une brume qui descendait, qui couvrait toute la piste. Fait que les avions ne pouvaient pas s'envoler. Puis vers 9 h moins quart, il y a une vingtaine, 25 avions allemands qui arrivaient, juste à hauteur des arbres. Là. Puis il n'était pas le personnel, c'était plutôt les avions. Puis là, ils ont croisé pendant 15-20 minutes. Ça, c'était la façon pour eux autres de vous souhaiter bonne année. Oui, bien, avant ça, les Canadiens avaient fait la même chose à eux autres. Ah, c'est réciproque, hein? Ça fait que dans tout ça, je pense qu'il y a eu une casualité. Il y en a qui ont été blessés un petit brin. Mais tout le monde se cherchait pour une place cachée, hein? Puis il y en a qui trouvaient un trou, mais c'est là qu'il vidait les chaudières, là. Il a passé de secousse-là. Ce qu'on appelle des latrines. Il n'a pas été populaire pour secousse. Mais il était chanceux. Fait que, mais là, on était bien, on était dans des bâtisses solides. Avant ça, on couchait des tentes. L'hiver, on avait un petit poêle à kérosène. Là. Au kérosène? Oui, ça fait que t'avais 4 tonnes de tente, on mettait ça dans le milieu. Puis des fois, t'arrivais, ton uniforme était tout prêt. Puis il donnait une ration de rhum. Puis j'étais chanceux que le gars en avant ne prenait pas, j'en avais 2. Là, tu couchais tout habillé, puis là, on t'inquiète, ton air était sec. C'était pas nécessairement le grand luxe. Hein? Oui, bien, t'es jeune, puis tu sais, c'est une aventure. Hein? Ouais. Ça fait que ça n'arrive pas tout d'un coup, c'est graduel. C'est ça. Quand vous repensez à tout ça, M. Leblanc, là, vos expériences avec l'aviation, puis surtout ce que vous venez de m'expliquer que le 1er janvier, que vous aviez été attaqué, quand je dis vous, c'est l'escadrille qui avait été attaquée, là. Y a-t-il un moment ou un souvenir qui demeure plus vivace? Quand vous repensez à ça, c'est quoi la première chose qui vous vient à l'idée, M. Leblanc? Bien, après 3 ans, on avait le droit de répatriation. Puis on savait que la guerre était pas mal finie parce qu'il y a des avions allemands qui arrivaient, atterrissaient, mais les officiers sortaient. Ils se rendaient prisonniers. Ça fait que j'ai pensé, c'est aussi bien partir, tandis que avec la gang, ça fait que j'ai commencé. On était en Allemagne, on a voyagé sur la route hors de Berne, là. Il n'y a pas de limite de vitesse, puis on avait un camion 40 km à l'heure, maximum. En tout cas, ça nous a pris 3 jours à se rendre à Londres. On est arrivé comme aujourd'hui, puis demain, la guerre était finie. Ça fait que j'étais à Londres pour l'armistice, là. L'armistice. Au mois de mai 1945, vous avez vécu ça à Londres, quand les Allemands ont signé, puis c'est fini, là? Ah oui, ah oui. Puis les rues, là, c'était comme ça, tu n'avais pas de place à te changer de place. Là. Tout le monde était dans le chemin à fêter ça. Oui, ah oui. Ça fait que pour vous, ça a été le plus beau moment, ça, l'armistice. Mais c'est ça qui me marque le plus. Hein. Avec raison aussi, hein? Ouais. Puis là, à ce moment-là, vous aviez quoi, 21, 22 ans? J'étais rendu à 23 ans. À 23 ans? Ouais. Ça fait que là, avec toutes les expériences que vous aviez connues, vous n'étiez plus un enfant, là? Non, j'avais maturé vite. Après la guerre, M. Leblanc, quand vous êtes revenu au Canada, vous avez fait quoi? J'ai embarqué dans le commerce d'automobile. J'ai été 5 ans à Campbellton, puis là, j'ai mis à Gaspé, puis associé avec 2 autres. Puis on était 22 ans ensemble. Puis j'ai pris ma retraite, puis là, je retourne travailler pour un de mes compétiteurs pour 5-6 ans. Mais là, je faisais juste la comptabilité. Mais avant ça, j'étais contrôleur, ça fait que... Vous avez été dans le domaine de l'automobile, la vente, l'entretien. Ouais. Puis j'imagine que vos expériences comme militaire pour entretenir les avions, entretenir un auto, ça devait être assez similaire. Ben oui, parce qu'on roule là, il n'y a pas de station de service. Il faut que tu sois certain quand ils vont pour pouvoir descendre. C'est plus facile d'avoir du gaz à terre que dans les airs. Hein? Ah, ouais. Monsieur Leblanc, vous êtes un bon vivant. Vous nous avez appris que malgré toutes les expériences qui, j'imagine, n'ont pas toujours été faciles, vous avez été capable de relever la côte, puis pas à peu près, pour garder quand même une bonne vitalité.
Je vous remercie infiniment, M. Leblanc. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Et de discuter avec vous, là. C'est tout un honneur pour moi, parce que c'est la première fois que je passe à la télévision. Merci encore. On va essayer de se replacer dans le contexte de la guerre 39-45, initialement au début, en 1939, quand l'Allemagne, évidemment commandée par Hitler, a envahi la Pologne, puis commence à envahir un paquet de pays en France, en 1940, entre autres, la France elle-même. Alors, à toute fin pratique, il restait seulement les pays neutres, comme la Suisse, l'Espagne, le Portugal, et puis bien sûr, un pays qui devait résister, l'Angleterre. L'Angleterre, on comprend que c'est sur une île, et puis, à toute fin pratique, il fallait fournir l'Angleterre en hommes, en munitions, en matériel, en nourriture, et tout ça devait transiter par l'océan Atlantique. Encore là, il faut se replacer à l'époque, il n'y avait pas d'avions qui faisaient les navettes transatlantiques, donc c'était par bateau. Les Allemands, évidemment, c'était des gens foncièrement intelligents, ils avaient compris le principe que s'ils coulaient les bateaux dans l'Atlantique avant de se rendre en Angleterre, bien, l'Angleterre, par le fait même, serait perdue, n'ayant pas de ravitaillement. Pour traverser tout ce matériel-là et les hommes en bateau à travers l'Atlantique, ça prenait des marins. Les marins, on sait que la vie de marin, c'est déjà pas facile. L'Atlantique Nord, c'est sûrement pas une mer facile. La température, le vent, le froid, la température de l'eau elle-même, puis bien sûr, la météo. Alors, il y a des hommes vaillants qui étaient impliqués comme volontaires dans la marine marchande. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un de ces hommes-là, M. Jacques Plourde. Bonjour. Comment ça va, M. Plourde? Très bien, merci. Alors, vous étiez marin pendant la guerre 39-45, mais marin dans la marine marchande. Oui. Disons que j'ai fait la guerre de l'Atlantique sur l'eau. Disons que la guerre de l'Atlantique a commencé à peu près vers le 11 de mai. Les bateaux ont commencé à se faire couler. Là, on parle de l'année 1942. Là, hein? 42, tout, en 42, parce que le plus gros de la guerre sur la mer du Saint-Laurent, la bataille qu'on appelle dit la bataille du Saint-Laurent, c'était le plus gros de la bataille, c'était en 42. Tout de là, moi, je suis sorti du collège au mois de juin, le 15 de juin 1942, et lorsque j'ai embarqué sur le Nord-Gaspé, mon premier bateau sur lequel j'ai navigué, il y avait déjà des bateaux qui avaient été coulés dans le fleuve. Le Nicoya et le Leto avaient déjà été coulés. Donc vous aviez embarqué dans la marine en sachant fort bien que naviguer sur le fleuve à l'époque, c'était dangereux. Bon, disons que c'est vrai puis c'est pas vrai. Disons qu'à l'âge, moi j'avais 17 ans en tant que je sortais du collège. Ça, plus ou moins conscient, hein? Ben oui, ce que je voulais, moi, je voulais un petit peu comme les autres, voir du pays, puis sortir de là, puis faire d'autres choses qu'aller à l'école. Alors, j'ai embarqué sur le bateau et j'ai commencé à naviguer. Puis sur le bateau, c'était quoi vos fonctions? Moi, sur le bateau, j'étais à 8 heures. 8 heures dans justement, dans le fond du bateau. OK. Alors, lorsqu'on est 8 heures au fond du bateau, disons qu'on est quand même... Le Nord-Gaspé, c'était un petit bateau. C'était un petit bateau de 600 tonnes. C'était pas un gros bateau. Mais on était quand même le 7-8 pieds chargé, peut-être 10 pieds au-dessous du niveau de la mer. Puis ça, le Nord-Gaspé, c'est le fameux bateau qui arrêtait à Petite-Vallée puis qui arrêtait à plusieurs ports, ainsi de suite, là. Oui. Que les gens, en tout cas, quand les vieux, quand je dis les vieux sans insulter qui que ce soit, là, quand les vieux me parlent du Nord-Gaspé, c'est le fameux bateau blanc, là, hein? Oui. Le Nord-Gaspé, c'est un petit côtier qui était assez vite. Puis il faisait justement le transport de marchandises et de passagers de Montréal aux îles de la Madeleine. OK. Alors, à un certain moment, pour revenir un petit peu à la bataille, à un certain moment, lorsque les bateaux ont commencé à se faire couler dans le fleuve, le Nord-Gaspé, avec d'autres petits caboteurs comme le Cap-Gaspé et le Gaspé-Comté, eux autres, ils ont continué de naviguer dans le fleuve parce que les sous-marins pensaient que c'était pas assez gros pour eux autres de couler ça et puis de déclarer leur présence dans le fleuve. Ils ne voulaient pas perdre leur temps avec les En plein ça.
après que les bateaux ont commencé à se faire couler, là, je disais tantôt, là, l'amirauté, ils ont dit, bon, là il se fait trop couler de nos bateaux. Les bateaux partant en convoi, les sous-marins coulaient plusieurs bateaux des convois. L'amirauté a dit, nous autres, on n'a pas assez de bateaux pour les accompagner, pour être certains qu'ils vont se rendre à leur destination. Alors, on va arrêter. Il y a eu 5-6 mois ou 6 mois qu'il n'y a eu aucun trafic à part du Nord-Gaspé et les petits caboteurs. Alors, durant ce temps-là, là, il y a eu une construction intensive des corvettes, les corvettes et les dragueurs de mine, les balayeurs de mine. Le trafic a repris dans le mois de juillet. Il faut comprendre qu'à l'époque, la marine de guerre s'était fait prendre par surprise, j'imagine. Absolument. Prête, là, hein? Absolument. Puis il n'y avait pas assez de bateaux pour suffire à toute la demande pour accompagner les convois. C'est pour ça que les sous-marins avaient beau jeu de guetter les convois puis d'en couler. C'est ça. Puis vous aviez parlé tout à l'heure, quand vous êtes rentré dans la marine en juin, qu'il y avait eu 2 navires de coulée, le Leto et le Nicoya. Le Nicoya en premier, puis le Leto. Est-ce que vous savez à peu près où ils ont été coulés, ces navires-là? C'est dans le bout des Grandes Vallées. C'est ça. Dans le bout des Grandes Vallées. Ils ont été coulés dans le bout des Grandes Vallées. Mais aussi, plus tard, il y en a eu un autre, le Faircliff, qui avait été coulé aussi à Grande Vallée. Plus tard, d'ailleurs, à Grande Vallée, la structure du navire a toujours resté sur les... Là, on parle du Frederica Lenson. Oui. Alors, le Frederica Lenson, que la coque du navire est toujours dans le oui. J'ai cru comprendre que quand l'eau est bien claire l'été, on peut voir le fond de la fameuse cale. Oui. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui avaient ramassé des équipements du Frederica Lenson. Je ne sais pas si vous saviez ça, là. Mais comme la chaise du capitaine est encore dans une maison, j'avais eu l'occasion de la voir récemment. Là. Mais suite à ça, là, vous avez navigué sur le Nord-Gaspé, mais avez-vous navigué sur d'autres navires par la suite? Bon, en disant là, que, comme tout marin, là, moi, on était deux gars qui ont été bien de chum. Puis on était sur le Nord-Gaspé en disant, ben écoute, le Nord-Gaspé, ça va pas assez loin, ça, là. On va changer de bateau. Puis on avait, dans ce temps-là, hein, il en demandait tout le temps. Il y avait tout le temps besoin des hommes sur le bateau. Fait que là, on a changé de bateau. On t'en allait chez le pétrolier. Alors là, le pétrolier, les premiers temps du pétrolier, on transportait du mazout de Montréal à Goose Bay au Labrador. Puis Goose Bay, ça devait être pour les avions. Goose Bay, il y avait une base qui était là, qui appartenait, je pense, à moitié canadien, à moitié américain. Ouais, c'est ça. Et après ça, quand on s'est en allé... Oui, mais là, quand vous étiez transporteur de mazout comme ça, j'imagine que les Allemands devaient vous cibler peut-être un petit peu plus que le Nord-Gaspé. Ben là, on était encore en convoi. Ça a commencé un petit peu là, que les bateaux, les corvettes pour accompagner étaient un petit peu... Il y en avait un petit peu plus, là. Il y avait moins de chance. Malgré que, après, je disais tantôt là, qu'à un certain moment, là, quand l'amirauté a diminué le trafic avant d'avoir d'autres bateaux pour les escorter, il y en avait un sous-marin qui était caché à Cap-Chaud. Et lorsque les convois ont recommencé, alors le sous-marin a sorti, puis il en a coulé 3 dans le premier convoi qui repartait, c'était au mois de juillet. Il en a coulé 3, un Anglais, un Belge et un Espagnol. Et là, il faut comprendre que quand ils ont été coulés, c'était pas dans l'Atlantique, c'était dans en face de Rimouski. Oui, ça a été coulé entre Rimouski et Gaspé. Fait qu'ils étaient loin, les Allemands. Il y en avait à un certain moment, et il y avait 6-7 sous-marins allemands dans le fleuve. En fait, c'est coulé 24 bateaux dans le Saint-Laurent. Il y a peu de gens qui, malheureusement, savent ça aujourd'hui. Hein? Ben, il y a bien des affaires aujourd'hui qui sont pas enseignées puis que le monde ne savent pas. Nous autres, là, aujourd'hui, bien, on sait. On sait aujourd'hui c'est quoi qui s'est passé à la guerre.
Dans ce temps-là, ça ne faisait rien. Aujourd'hui, ça nous fait quelque chose. Puis moi, personnellement, j'aimerais bien dans nos écoles là, qu'on dise à nos petits-enfants, ben écoute, il y a eu une guerre, là, puis il y a eu du monde là, qui ont été, là, puis ils sont battus, puis ils sont contents d'être revenus, puis ils sont contents que le pays soit libre. Je pense qu'on n'enseigne pas ça. C'est parce que, comme on disait dans l'introduction, le travail que vous avez effectué pour emmener du matériel jusqu'en Angleterre, s'il n'y avait pas eu ça, on est loin d'être certain que les Allemands n'auraient pas, justement, perdu cette fameuse guerre-là. Ça prenait toutes sortes de choses pour faire le débarquement de Normandie, établir la tête de pont. Absolument. Et finalement, vaincre les Allemands. Si je vous ai les paroles de Churchill, il a bien dit, si ça n'avait pas été de la marine marchande, la guerre, ça aurait été une toute autre chose. Ouais. Puis une fois que l'Europe aurait été conquis, bien, fort probablement que ça aurait été, on aurait suivi. Hein? Ah ouais. Mais est-ce que, dans toutes vos aventures maritimes, est-ce qu'il y a un moment quelconque où vous avez senti que vous étiez vraiment attaqué ou en danger? Bon, je vais revenir au Nord-Gaspé. Nord-Gaspé, c'était pas gros, mais il allait vite. Puis justement, je disais tantôt, la période tranquille. Là, on montait avec le Nord-Gaspé. Puis tout en montant, je sais pas, apparemment le capitaine avait eu des ordres. Ça savait qu'au fond, là, le long de la mer, le long du rivage, pas trop loin de la terre ferme, là, il y avait des formes, là. Personne ne savait c'est quoi c'était. Probablement que notre capitaine a eu l'ordre d'aller voir c'est quoi c'était. Là, on l'a vu. Le bateau montait comme ça, il a retourné 45 degrés à gauche. On avait des greneurs à bord, des personnes qui s'occupaient des canons, puis on avait 2 qui s'occupaient des mitrailleuses. Tout le monde était à leur poste, puis le capitaine envoyait de brouette pour aller voir c'est quoi qui se passait là. Fait que quand il est arrivé là, en fin de compte, ben, ils sont aperçus que c'était 2-3 cordettes qui montaient une en envers de l'autre. Ah, OK. Ils sont aperçus. Fait que là, on a pris le bord, puis on a continué. Puis, une autre chose qui nous est arrivée... Mais vous étiez en état d'alerte pareil, ça. Oui. Une autre chose qui est arrivée, c'est sûr et certain que le Nord-Gaspé a été attaqué dans la traversée des Gaspé aux îles de la Madeleine. Puis ça a été vérifié. Ils n'ont jamais su c'est quoi qui avait frappé le Nord-Gaspé. Puis ça a été vérifié. Lorsque la guerre a fini, les capitaines de sous-marins, ils ont débarqué à Gaspé. Ils sont allés à Gaspé, puis ils ont débarqué à Gaspé. Puis il y a justement un type de Gaspé, M. Sinette, là, qui était rembourreur, Sinette, avait rencontré, il avait parlé avec les capitaines des sous-marins. Puis il avait dit qu'eux autres, ils avaient essayé de couler le Nord-Gaspé dans une traversée de Gaspé aux îles de la Madeleine. C'est que ça a déjà été une cible concrète. Ah oui. Puis il y a eu un bon coup, c'est la nuit. Hein? Il y a eu un bon coup dans la nuit. Là, je ne sais pas si la torpille a juste frappé probablement le bateau d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Là, mais en tout cas. Ça, c'est des choses que vous avez été témoin, ça. Ah oui, j'étais dans le bateau. Il doit y avoir un peu de sueur dans ce temps-là. Ben, c'est drôle à dire. Encore là, à cause de l'âge. Hein? En plein ça, à l'âge. À 17 ans. Ah, on va me dire un autre, là, puis on s'en va. Mais avez-vous été un petit peu plus loin, comme là, vous parliez d'aller à Goose Bay? Y a-t-il des traversées que vous avez faites, par exemple, aux États-Unis, ces endroits-là? Un petit peu plus loin on a été au moins 1 an et demi aux États-Unis. Bon, à un certain moment, là, j'ai dit tantôt qu'on va changer de bateau. Avec votre chum, là? Oui. À un certain moment, le gouvernement canadien avait fait construire 4 petits parcs. Il appelait ces petits parcs dans le temps. C'était des pétroliers. Fait qu'il avait fait construire 4 petits parcs, puis il avait loué ça à des compagnies. C'était des bateaux de 6 ou 7 000 tonnes, puis il avait loué ça à des compagnies. Alors, ces compagnies-là, il y avait une période, nous autres, on était pour Imperial Oil. Ce bateau-là travaillait pour les États chartrés, loué par les États-Unis, puis on transportait de la gazine d'aviation de Boston à Stephenville, à Terre-Neuve. Alors, on a été on a peut-être 1 an à faire ça. Puis, parce que Stephenville était la base principale d'où les avions partaient pour l'Europe. Alors, on a été tout 1 an à transporter du fuel. 1 année,
à un certain moment, un sister ship, qu'on appelle un sister ship, ça veut dire un bateau absolument comme le nôtre. Il était à peu près comme 1 mille en avant de nous autres. Il s'est fait couper en deux. Il a été torpillé. Alors, le devant du bateau a coulé, le restant du bateau est resté là. Parce que c'est tous des compartiments étanches. OK. Alors, il y a eu 7-8 pertes de vie. Là, tout de suite, là, nous autres, on était pas loin. Tout de suite, le capitaine a été avisé de changer de course. Alors là, le capitaine a changé de course, c'est venu zigzagant, puis on est rentré à Boston. Une des choses aussi que les gens ne savent malheureusement pas, puis vous m'en aviez parlé un petit peu quand on s'était rencontrés initialement, là, il y avait un traversier qui s'appelait le Caribou. Ça vous dit-tu quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose dans notre conversation qu'on avait eue, là, le fameux Caribou? Bien, le Caribou, moi, tout ce que je savais pas du Caribou, là, c'était que c'était un traversier qui allait à Terre-Neuve, puis il traversait des passagers, des autos et de la marchandise. Alors, je pense que c'est un des premiers, pas mal un des premiers dans le détroit de Cabot qui a été coulé, puis il y a eu 138 morts. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est que c'était beaucoup de monde. Il y avait des infirmières militaires aussi. Oui, absolument. C'était majeur. Puis c'est ça qu'il y avait le Caribou, là, juste pour faire une petite synthèse de ce torpillage-là. C'est là qu'ils avaient mis les politiciens en émeute. Hein? Parce qu'ils ne pouvaient plus cacher ça au public à l'époque. 136 morts, ça se cache pas même. Hein? C'est là que la population en général avait pris connaissance du danger et de la guerre qu'il y avait au Saint-Laurent. Suite au torpillage du Caribou. Et après ça, quand vous avez fini, quand la guerre a été finie... La guerre a été finie, là, nous autres, on avait un voyage. On partait justement... Disons que la guerre a fini en juin. La guerre sur l'eau a fini en décembre. Parce que il y avait des sous-marins ou il y avait d'autres bateaux là, qui n'avaient pas pu les contacter de toute manière. Disons que la guerre sur l'eau a fini en décembre. De toute manière, nous autres, en décembre, on partait justement avec un voyage pour traverser en France avec du mazout. Alors, on a continué en France. En France, on a déchargé notre voyage à La Palisse. Puis quand on est arrivé à La Palisse, ça c'est une autre affaire, ça. Quand on est arrivé à La Palisse, là, le capitaine était anglais, le wireless, le télégraphiste était anglais. Là, on rentrait dans le port à La Palisse. Là, à terre, commençait à avoir des lumières, puis des flashs, puis des signes de morse, puis toute la patente. Puis là, le bateau avançait, puis jusqu'à temps qu'à un certain moment, là, ils ont venu à bout de flasher le mot « stop », que le capitaine a arrêté, puis on a dit « stop » là. Il a arrêté là. Là, toute l'amirauté de la France est arrivée là. On était parqués dans plein champ de mine. Ça allait pas bien. Ça allait mal. La mine, elle, est encore vivante. Là. Oui. Là, c'est les capitaines français qui ils ont sorti ça de là, puis ont été nous ancrés à une autre place. Bon, de là, on a déchargé notre mazout à La Palisse. Puis, ils ont eu des ordres là, qu'on allait rester en France. Alors, la guerre était finie. Le bateau a été chartré, encore, il a été loué au gouvernement français pour faire le transport du vin entre l'Afrique et la France. Là, vous transportiez du vin au lieu de transporter du mazout. Écoutez, là. La vie n'est pas facile, hein? Là, on s'est en allé au port du Havre, au Havre. Là, ça a pris 2 mois pour sandblaster nettoyer tout ça, les réservoirs, 3 couches de peinture. Ils ont remis d'autres divisions pour pas que le vin... En tout cas. Pour pas contaminer le vin non plus avec l'essence. Hein? Là, 3 couches de peinture, puis on est resté 1 an là. On allait chercher le vin en Afrique, soit à Oran, à Alger ou Mostaganem, puis on ramenait ça en France, soit à Sète ou à Marseille, ou toute place là. Donc, il y a 1 an là. Ouais. Ça a été une bonne année, j'imagine? Ah, ben écoute,
Je vous dirais qu'on s'est fait un alambic, ça n'a pas été long. Une belle alambic, puis on l'avait fait faire à terre à part de ça. Là. Ah ouais, écoutez, là, c'est assez de long, puis c'est assez de gros. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Hein? Ah oui, on faisait ça dedans, puis on s'est pas... On était dans ce temps-là, j'étais ingénieur. Là, j'avais monté de grade. Puis on était 3 ingénieurs, là, puis on avait la clé d'une toilette. Il y avait 2 toilettes en bas. Nous autres, on avait une toilette à nous autres, puis on avait la clé. Puis on avait cette machine-là qui emplissait dedans, là. Puis on en avait un petit tuyau là, qui passait dans le lavabo. Là, puis ça tombait dans les 40 onces, ça. On appelait ça du moonshine. Mais c'était fort. C'était fort. Là, il fallait mettre au moins 3 ou 4 parties d'eau pour boire ça. Puis c'était encore fort. Ouais. Ouais, ben, c'était du vin, le vin tel qu'il sortait de la vigne, distillé. C'est qu'après la guerre, vous avez continué à naviguer, si je comprends bien. Oui. Là, j'ai été 1 an là en France. Ensuite de ça, après qu'on a eu fini ça, je suis revenu dans les West Indies, les Indes de l'Ouest. Ça, c'est dans Les Indes occidentales, hein? Oui. Là, j'ai été 3 ans, là. Toujours comme marin. Oui, oui. Là, j'étais ingénieur. On transportait du mazout brut du Venezuela à Aruba. Aruba, c'est une petite île dans Les Antilles. les Antilles, là. Fait qu'on était 3 ans à faire ça. Là. Puis quand vous êtes revenu en Gaspésie, enfin, je présume que vous êtes revenu en Gaspésie éventuellement? Oui, quand je suis revenu en Gaspésie, j'avais 25 ans. J'étais parti à 17 ans. Je suis revenu à 25 ans. Puis là, on est sortis. Moi et ma femme, on s'est mariés à peu près 1 mois, 1 an. Donc 5-6 mois après, je suis arrivé. On s'était correspondu. Pendant la guerre? Oui, oui, oui. OK. Oui. Puis suite à ça, c'est-tu indiscret de demander comment vous avez gagné votre vie jusqu'à votre retraite? Bon, donc, en arrivant chez nous, j'étais ingénieur diesel. Là, j'ai dit, je vais me partir à un petit garage. Quand j'ai parti à un petit garage, là, puis ça, c'était pas trop payant. Là, j'avais eu une demande pour aller travailler à Murdochville, opérateur diesel. Parce que quand Murdochville a commencé, la première année que Murdochville a commencé, en 52, moi j'avais été là, tout marchait avec des diesel. L'électricité était faite avec des diesels, puis toute la patente. Alors moi, j'étais un opérateur diesel là-dessus. Puis j'ai travaillé seulement 1 an, là, j'étais dans le bois, 60 000. Là, puis, fait que là, je suis revenu chez nous, j'ai pris mon garage, j'ai recontinué mon garage. Là, j'ai pris ma retraite à 58 ans. Puis là, de ce que je comprends, vous êtes bien impliqué avec les gens de l'âge d'or ou les clubs de 50 ans et plus, qu'ils appellent ça maintenant, là? L'âge d'or, là, c'est une des grosses affaires. Ça fait peut-être une douzaine d'années que je suis président de l'âge d'or. Ça vous tient occupé en masse? Un gros club, oui. Un gros club, 360 quelques membres. Puis j'ai ça, l'âge d'or, j'ai le club d'action bénévole Lauban. Oui. Beaucoup d'Auban. Semblable à la grande corvée qu'on a ici. Hein? Oui, Popote, là. Puis, à Légion, c'est moi qui étais officier de service. C'est moi qui m'occupe des... les vétérans qui ils sont coupés des fois dans le petit revenu qu'ils reçoivent. Fait que c'est moi qui travaille ça pour pourquoi, puis... Essayez de les défendre du mieux possible. Oui. Avoir le respect au moins des gens qui ont servi. Oui. C'est que ça vous a tenu occupé, vous êtes toujours occupé maintenant, c'est bien évident. Disons, je fais peut-être au moins 20 heures de bénévolat par mois, sans misère. Le temps que vous avez servi pendant la guerre comme marin, est-ce que vous gardez des bons souvenirs de ça, M. Plourde? Les souvenirs... Je sais pas, c'est drôle. Il me semble que j'ai pas de souvenirs. Je me rappelle, des fois, je pense à ça. Je naviguais là, puis j'étais en France, puis j'étais en Amérique du Sud, puis j'étais là. Je me rappelle-tu un peu? Ça me fait sourire des fois. Mais pas plus que ça. Les années passées, les années qui passent, on tend à les oublier un petit peu. Oui. Monsieur Plourde, on tient évidemment, premièrement, à vous remercier de votre présence ici à Télé-Sourire, dans le cadre, évidemment, de la Semaine des anciens combattants, puis surtout nous avoir livré un message différent de ce qu'on entend ou de ce qu'on a déjà entendu par rapport aux gens de l'armée de terre, l'armée de l'air. On s'est aperçu, et grâce à votre témoignage, que les gens sur la mer ont eu des expériences incroyables, puis surtout qu'il y avait un travail à faire qui était essentiel. Hein? Ah ouais. On vous remercie infiniment du temps que vous avez consacré à répondre à nos questions et à livrer votre témoignage
C'est grandement Ça apprécié. m'a fait beaucoup plaisir. Merci encore, M. Plourde. Merci, ça m'a fait plaisir de venir vous voir. Bien gentil. Bonjour. Notre dernier invité, mais non le moindre, est M. Charles Bouchard. M. Charles Bouchard a servi au sein de l'armée de terre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est l'auteur du livre « La route de mes souvenirs », qui relate évidemment une partie de son implication de cette époque. L'Écosse, l'Angleterre, l'Italie, la Hollande sont des pays où les bottines de M. Bouchard ont pu laisser leur empreinte. Cependant, n'allez surtout pas penser que c'est en tourisme nonchalant que ces contrées lointaines ont été visitées et vues par M. Bouchard. Sans plus tarder, je vous invite à écouter M. Bouchard, mon homologue, à vous raconter comment il a vécu cette époque. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour, c'est M. Bouchard. Ah, ça fait plaisir de vous rencontrer. Merci. Alors, M. Bouchard, on avait eu l'occasion de discuter un petit peu au téléphone avant, puis de prendre connaissance de certains documents que vous m'aviez fait parvenir. Et puis en 1943, votre entraînement a commencé à la Citadelle de Québec, si je ne fais pas erreur. Oui. Pouvez-vous nous expliquer par la suite les étapes qui vous ont conduit jusqu'en Europe? Oui, d'accord. Au tout début, je m'étais enrôlé à Gaspé, mais j'ai été transféré à Québec par la suite, puis mon entraînement a réellement commencé à la Citadelle de Québec. Ensuite, ça, c'était l'entraînement primaire, si on peut dire, ou le basic training qu'on appelait à l'époque. Puis après cet entraînement-là, j'ai été transféré en Ontario, au camp de Borden. Puis là, on a subi un entraînement avancé. Puis j'ai choisi le métier, si on peut dire, si on peut appeler ça un métier, de chauffeur de camion. Parce que j'aimais bien le transport, puis changer de place, puis c'est comme ça que j'ai choisi ça. Fait que tantôt, quand j'ai dit que vos bottines avaient marché un petit peu partout en Europe, c'est plutôt vos tailleurs. Oui, c'est vrai, mes tailleurs, mes bottines aussi, les deux. Parce qu'il faut dire que j'ai pas toujours été sur des camions. On était un peu les victimes du manque d'effectifs dans les armées. Il faut dire qu'en Italie, les pelotons, à un moment donné, un peloton de une trentaine d'hommes était réduit à 18, 20 hommes. Puis dans ce temps-là, on nous a donné la machine gun américaine, Tommy Gun, qui appelait la Thompson Machine Gun. Puis ils nous ont envoyés avec l'infanterie. Dans mon cas, c'était le 22e, parce que j'étais attaché au 22e communauté de transport. OK. Il s'agissait de monter la munition au front, les soldats. Un travail de soutien qui est essentiel. Exactement. Hein? Pour aller en Europe, vous avez traversé l'Atlantique. Oui. Dans ce temps-là, c'est sûr que c'était pas en avion. Non. Ça devait être en bateau, ça? Non, c'était en bateau. On est parti de Borden, puis on a traversé jusqu'en Nouvelle-Écosse. Puis en Nouvelle-Écosse, à Halifax, on est monté sur le Queen Elizabeth, qui était amarré au port. Puis on a attendu 2 jours et demi parce que ça embarquait jour et nuit. Hein. Par 4 tremplins, là, les troupes montaient à bord toujours. Quand il a été chargé de 21 000 hommes environ. 21 000? 21 000, oui. Sur un bateau? Sur le même bateau. C'était pas un flat, hein? Pardon? Je dis, c'était pas un flat pour aller pêcher à morue? Non. Puis il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage non plus pour 21 000. On nous faisait croire que en cas de bombardement ou de coulage, de naufrage, de s'acheminer vers une chaloupe de sauvetage. Mais la chaloupe de sauvetage pouvait contenir environ une centaine d'hommes. À 21 000, on n'avait évidemment pas assez de bateaux de sauvetage. Mais heureusement, il n'y a rien arrivé pendant la traversée. Il n'y a rien traversée. arrivé, excepté qu'on n'a jamais su. Ils ont tiré du canon, parce qu'il faut dire qu'ils avaient installé des gros canons sur le derrière du bateau. Puis ils ont envoyé souvent aussi des mines de profondeur qui faisaient des grosses explosions. On voyait monter les jets d'eau, mais on ne savait pas. Ils sont avares de renseignements dans ces conditions-là. Ils ne nous disaient pas qu'est-ce qui était sur. Mais 21 000 hommes sur un bateau, même si c'est le Queen Elizabeth, ça devait toujours bien être tassé un peu.
Ah oui, on était tassés. Le hamac au-dessus de nous nous frottait sur le bout du nez. On était accordés comme ça, comme des sardines dans une boîte. Puis on alternait, on mangeait 2 fois par jour, à 10h30 le matin, puis à 3h30 de l'après-midi. 2 repas. L'eau était rationnée, on avait environ 1 litre d'eau par personne par jour. Okay. Tout était rationné à bord de ça. Puis moi, dans mon département, c'est-à-dire mon peloton, il nous avait choisi un groupe de nous autres pour nous installer sur les mitrailleuses. Parce qu'il faut dire qu'à l'Advanced Training, comme au Basic Training, on avait appris le maniement des armes au complet, les mitrailleuses. Vous étiez les brouillards dans n'importe quelle situation. Oui, il nous avait vraiment entraînés pour tout ça. Puis quand vous êtes arrivé en Europe, vous êtes arrivé en Écosse? On est arrivé en Écosse, dans le port de Greenock, en Écosse. Puis ensuite, en débarquant là, on nous a mis sur le train, des trains avec les fenêtres toutes peinturées en noir, évidemment, pour ne pas laisser transpercer la lumière. Puis on nous a envoyés à Farnborough, dans le sud-est de l'Angleterre. Et puis à partir de là, votre premier théâtre d'opération? À partir de là, on faisait des missions, on allait transporter, comme le disait tantôt M. Leblanc, des tanks fictifs, c'est-à-dire des dummies. C'est en carton-pâte ou en plywood, je ne sais pas trop quoi. Puis ils montaient ça sur le bord des côtes avec des poteaux de téléphone peinture en noir qui ressemblaient beaucoup, à une certaine distance, à un canon. Ça qui faisait croire aux Allemands qu'il y avait des grosses batteries installées tout le long de la branche vis-à-vis de la France. OK. Parce que ce que vous mentionnez là, il faut se rappeler qu'il faisait croire aux Allemands qu'elle allait débarquer au Pas-de-Calais pour finalement débarquer en Normandie. D'ailleurs, le débarquement allemand était appréhendé. On était toujours sur un pied d'alerte. Puis là, si éventuellement les Allemands avaient débarqué, il était plus question de camions. On nous donnait des armes pour repousser les Allemands. Puis les indications, les signes de direction sur les routes étaient tous changés pour tromper les Allemands au cas où il y aurait débarqué. Tout était pensé, hein? Tout était pensé. Quand vous êtes arrivé en Italie, oui. En Italie, là, à moins que je fasse erreur, c'était la première fois que vous étiez au combat. Oui, oui. Et puis là, vous êtes arrivé où en Italie? Parce que c'est grand, l'Italie, il y a la Sicile. Débarqué parce que la Sicile venait d'être libérée. Ça s'est fait par étapes. Puis là, il manquait de renfort en Italie. Ça fait qu'on m'a envoyé en Italie. Puis on a débarqué dans la baie de Naples. C'était un sous-marin coulé qui était sur le flanc qui nous a servi de passerelle pour débarquer. Alors, il y avait eu des combats dans le port de Naples, des combats navals. Puis ensuite de ça, on est monté à Avellino. Et après ça, on nous a fait faire une série d'entraînements. On appelait ça la marche de 200 000. On nous a fait marcher dans la chaleur les montagnes pendant une distance de 200 000. Ce qui a duré à peu près 8 jours, 8 ou 10 jours. Puis ensuite, on est revenu à Avellino. Après ça, on nous a assignés à chacun un régiment. La première fois que j'ai monté au front, c'était à partir d'Avellino. On montait autour de Caserta, si je me souviens bien, en tout cas un peu au nord d'Ortona. Puis là, c'était la ligne de feu. Et puis là, est-ce que... Je pense que vous avez été blessé, hein? Oui, plus tard, dans un tranchée. J'ai été blessé au dos, puis à la cheville. Puis après ça, ils vous ont envoyé où? En Hollande? Ça se peut-tu que c'est en Hollande que vous avez été par la suite? Pas tout de suite. Là, on a monté, on a libéré une bonne partie de l'Italie, de 3/4, disons. Même jusqu'à la fin, sur l'Adriatique. On nous a transféré de la Méditerranée à l'Adriatique. On a monté la côte adriatique jusqu'à la vallée de la Lyrie, qui englobait la ville de Rimini, Ravenna, puis jusqu'à la rivière Lamone. C'est là qu'on a décidé de nous envoyer pour faire le débarquement dans le sud de la France, le débarquement de Provence. Ça a été le deuxième département. On n'en parle pas beaucoup, parce que l'armée d'Italie, jusqu'à un certain point, les Anglais disaient avec humour que c'était la Forgotten Army, l'armée oubliée, parce qu'on était prêté à la 8e armée anglaise, puis dans les nouvelles,
il n'était pas tellement question de Canadiens en Italie, il était question de la 8e armée anglaise. Puis on faisait partie des troupes de la 8e armée. On était prêtés. Deux divisions seulement. Okay. Ensuite, on est monté, on a débarqué dans le sud de la France là, avec les armées françaises, parce que les armées françaises ont fait le débarquement de Provence, de l'Arc, de Tassigny, puis ces armées-là. Puis on est monté à travers la France pour aller rejoindre le gros de l'armée canadienne, qui était rendu à ce moment-là en Belgique. Puis, après ça, quand vous avez, au mois de mai 1945, Oui. vous êtes rendu jusqu'en Hollande où vous étiez une journée de garde à un hôtel, là. Pouvez-vous nous raconter de quoi vous avez été témoin cette journée-là? Oui. Ben, au préalable, c'est que les derniers jours de la guerre, les Allemands commençaient à en avoir assez du conflit. Il manquait de nourriture, peut-être d'autres choses aussi. En tout cas, puis les Hollandais, c'est encore pire, c'est qu'eux, ils crevaient de faim. Pendant l'hiver, il était mort 25 000 Hollandais de faim. C'est ce qu'ils ont appelé, les Anglais ont appelé l'hiver de la starvation, l'hiver de la famine. Puis pendant quelques jours, ils ont conclu un cessez-le-feu avec les Allemands qui nous permettait de traverser la ligne de feu le matin après 6 heures avec des drapeaux blancs et de revenir le soir avant 6 heures pour nous permettre de ravitailler la population hollandaise qui mourait de faim. Ensuite, le 5 mai, à un moment donné, il y a eu un branle-bas de combat. On ne savait pas juste ce qui se passait. Ils mettaient des sentinelles partout dans la ville de Vareniguen. Puis moi, on m'a posté à côté d'une porte avec un autre soldat d'une vieille hôtel qui s'appelait l'hôtel de Varel. Puis là, notre état-major de l'armée canadienne avec le général Vaux puis le prince de Hollande, Bernard, sont entrés dans cet hôtel-là, suivis des Allemands, du staff allemand qui est arrivé ensuite, le général Blaskowitz. L'état-major allemand. Puis on s'est assis autour d'une table, puis on a discuté de la reddition. Vous avez été témoin de ça? J'ai été témoin de ça. C'est pas rien, hein? Oui, puis je ne savais pas à l'époque, comme le dit le journaliste de Toronto Star, je ne savais pas que je faisais partie de l'histoire. Que j'étais témoin de l'histoire. Une page d'histoire, ça. Ça, c'était le 5 mai. Oui. Le 8 mai, il y a eu la reddition totale, finale, l'armistice. Officielle, oui. À ce moment-là, est-ce que l'armée vous a donné des choix pour dire qu'est-ce qui arrivait avec vous? Oui, après que les Allemands, on va dire qu'on a désarmé les Allemands, pas mal, puis tout ça, on a ramassé les prisonniers, puis les mettre dans des camps. Puis là, on nous a donné 2 choix, soit d'aller poursuivre la guerre avec les Américains dans le Pacifique contre le Japon, ou de faire l'occupation en Hollande. Pas en Hollande, en Allemagne, plutôt. J'ai choisi le 2e choix, d'aller faire l'occupation en Allemagne. Je pense que quand vous avez pris votre choix, il y avait peut-être une raison personnelle aussi. Il y avait une raison personnelle, effectivement. Mais tu as fait une amie, là, une blonde, dans le nord de la Hollande, à Den Haag. Puis, on s'aimait bien. Puis, elle, il y a été quelque chose aussi dans ma décision, parce qu'il me disait, j'en ai parlé, je m'en peut-être allé dans le Pacifique. Non, reste ici. J'ai choisi de demeurer en Allemagne, continuer l'occupation des Allemands, de l'Allemagne. Puis ça m'a permis d'aller voir René, parce que ça plaît de main, une couple de fois. Ça vous permettait, cette décision-là, à Den Haag, ça vous permettait de joindre l'utile à l'agréable. L'utile, exactement. Avec le recul des années, M. Bouchard, là, quand on pense à tout ça, ça fait 65 ans passés. Là, oui. Pensez-vous que vous êtes devenu une meilleure personne du fait d'avoir eu à vivre toutes ces expériences-là? Je crois, sans vouloir être trop prétentieux, que ça m'a rendu un peu plus sage, puis un peu plus réaliste. Puis ça m'a fait prendre conscience aussi, que la guerre, c'est jamais bon. Puis envahir un pays, ça ne devrait jamais le faire par n'importe quel pays, que ce soit l'Allemagne ou n'importe quel autre pays. Un envahisseur de pays est toujours un envahisseur. Puis je déteste ça de plus en plus. Puis ça m'a permis aussi de voir, disons, réaliser qu'est-ce qu'était la condition humaine, comment est-ce que c'est que les humains pouvaient être, disons... pas toujours gentils envers ses pairs. Oui, puis comme les humains pouvaient un peu maltraiter d'autres humains.
Ça m'a fait réfléchir longuement là-dessus. Quand vous repensez à tout ça, y a-t-il un souvenir qui est plus agréable qu'un autre? Oui, j'en ai quelques-uns qui sont difficiles à départager. Par exemple, quand la paix s'est signée, bien évidemment, ça a été un grand moment de réjouissance pour tout le monde, moi y compris. Revenir au Canada, oui, ça a été un autre bon moment. À part de ça, il y a beaucoup de souvenirs plutôt pénibles, comme les premières fois qu'on monte au front. On est anxieux. Je pense que l'attente de monter au front est pire que de participer au combat. Ouais. C'est l'inquiétude qui s'empare de nous, puis ça marque. Puis être constamment sous l'échelle, puis les mortiers, ça, aujourd'hui, on appelle ça le post-traumatique, mais c'est ce que j'ai attrapé. C'est pour ça qu'on m'a envoyé en repos à Salerno, après un moment, dans le sud de l'Italie, pour revenir par la suite à mon régiment poursuivre. Tout à l'heure, quand j'ai reçu M. Bernatchez et M. Leblanc, je leur ai demandé d'expliquer les médailles. Il y a certaines médailles qui sont très similaires à celles de M. Leblanc. Puis M. Leblanc m'a expliqué dans ses termes à lui la raison pour laquelle j'ai trouvé ça adorable. Là. Vous, est-ce que c'est des raisons similaires qui vous ont permis d'obtenir ces médailles-là? Ben, ça, évidemment, c'est pas nous autres qui décidons. C'est les médailles, disons, qui ont été émises par le Canada, puis c'est les mêmes dans l'Empire britannique, j'imagine, en Angleterre aussi. Bon, vous avez ici ça, par ordre de valeur, selon eux autres. La médaille de guerre, c'est celle-là. Ensuite, la médaille du volontaire, avec agrafe, qui veut dire ça prend la place d'une autre médaille. Puis la médaille de la défense de l'Angleterre, dont j'ai participé. Ça, c'est l'étoile de France-Allemagne. Ça, c'est l'étoile d'Italie. Puis l'étoile de guerre de 1939-45. C'est vos théâtres d'opération, finalement. Exactement. Les places que vous avez faites. Ouais. Ma participation à ces théâtres d'opération. Les autres, c'est des médailles. Je peux seulement les porter du côté droit de l'épaule, de la poitrine. C'est une médaille de Hollande, médaille de libération de Hollande, médaille de la 8e armée britannique. C'est des pays étrangers. Hein? Puis la médaille de France, c'est une médaille de la liberté, on appelle. On va avoir contribué à libérer la France puis la Belgique. Donc, c'est des médailles qui vous ont été attribuées du côté droit par d'autres pays. Par d'autres pays. Donc, de là, une reconnaissance supplémentaire. Exactement ça. Mais, M. Bouchard, je vous remercie infiniment d'avoir partagé avec nous quelques minutes là, de vos souvenirs et de vos expériences. Ça a été certainement très agréable pour tous ceux et celles qui vous ont écouté. Encore une fois, merci, M. Bouchard. Ça a été un plaisir. Un plaisir de moi. Merci bien. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore, à nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur.